J'ai grandi dans une famille qui ne m'a jamais semblé être un foyer. Lorsque ma mère s'est remariée, tout a changé, et pas en mieux. Mon beau-père, John, était un homme dur, le genre de personne qui croyait à la discipline à l'ancienne et n'hésitait pas à le faire savoir à tous. Il est entré dans ma vie quand j'avais 10 ans, et j'ai rapidement appris que je n'étais pas sa priorité. Son fils biologique, Ryan, d'un précédent mariage, a emménagé avec nous peu de temps après, et c'est là que les choses se sont détériorées. Ryan était tout ce que je n'étais pas, extraverti, athlétique et l'enfant chéri aux yeux de John. Ma mère, qui avait l'habitude d'avoir tout son temps pour moi, s'est soudainement obsédée par le fait de garder John content. J'ai remarqué comment elle riait à ses blagues, même celles qui me mettaient mal à l'aise, et comment elle le défendait rapidement s'il laissait entendre qu'elle n'était pas d'accord avec la façon dont les choses étaient. Cela me faisait mal, mais je n'avais pas le courage de rien dire. Au début, la tension était subtile. Ryan prenait mes affaires sans demander, mais lorsque j'essayais de les récupérer, c'était moi qui avais des problèmes. John avait une façon de retourner la situation, faisant croire que j'étais égoïste ou que j'exagérais. Il disait des choses comme « Tu dois apprendre à partager. C'est ce que font les familles » ou « Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses si difficiles ?» Et ma mère, debout silencieusement dans un coin, acquiesçait simplement, comme si être d'accord avec lui était son seul choix. Cela a empiré à mesure que nous avons grandi. Ryan avait des privilèges dont je ne pouvais que rêver. Lorsque nous avons tous les deux eu 16 ans, John lui a acheté une voiture, rien de luxueux, mais quand même une voiture, tandis qu'on m'a dit d'économiser pour m'en acheter une si je le voulais. La vie n'est pas juste, disait John chaque fois que je lui demandais pourquoi les choses étaient différentes pour Ryan. Et si jamais je me plaignais trop, on m'accusait d'être ingrat. On me rappelait que j'avais de la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'avoir de la nourriture sur la table. L'ironie était que je ne me sentais pas du tout chanceux. Un jour, quelque chose s'est brisé. Je suis rentré de l'école et j'ai découvert que Ryan, une fois de plus, avait fouillé dans ma chambre et avait emporté beaucoup de mes affaires, des vêtements, des livres, même certains de mes fournitures scolaires. Lorsque je l'ai confronté, les choses se sont échauffées. Nous avons fini par nous crier dessus, ce qui, bien sûr, a fait entrer John dans la pièce. Il a pris le parti de Ryan sans même demander ce qui s'était passé. « Tu commences toujours des problèmes », a-t-il dit, me regardant comme si j'étais une sorte de fardeau. « Si tu ne peux pas vivre selon mes règles, peut-être que tu n'appartiens pas à cet endroit. » Ce soir-là, alors que j'étais couché dans mon lit à regarder le plafond, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Peut-être que je n'appartenais vraiment pas à cet endroit. L'idée de partir m'était déjà passée par la tête, mais elle m'avait toujours semblé impossible. Où irais-je? Que ferais-je? Mais maintenant, cela ne semblait pas si absurde. Je n'appartenais pas à cette maison, pas avec eux. Pendant les mois suivants, la tension n'a fait qu'empirer. John est devenu plus critique et ma mère semblait de plus en plus distante. Chaque jour était comme marcher sur des œufs. La plus petite erreur, oublier de sortir les poubelles, ne pas nettoyer assez vite après le dîner, donnait lieu à des sermons qui semblaient durer une éternité. Je pouvais sentir le ressentiment grandir en moi, mais je ne savais pas comment réagir. Un jour, après une autre dispute où John m'a blâmé pour quelque chose que je n'avais même pas fait, je me suis décidé. J'en avais assez. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Le mépris constant, le favoritisme, le sentiment de ne jamais être assez bien, il fallait que ça cesse. J'ai commencé à chercher une issue. Au début, ce n'était qu'un rêve. Je naviguais sur les annonces d'appartements sur Internet, imaginant ce que ce serait d'avoir mon propre logement, où personne ne pourrait me dire quoi faire ni me faire sentir que je n'avais pas d'importance. J'ai même commencé à économiser de l'argent grâce à mon travail à temps partiel au supermarché local. Chaque dollar économisé était comme un petit pas vers la liberté. Puis, un après-midi, je suis tombée sur un appartement qui correspondait à mon budget. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit studio à la périphérie de la ville, mais c'était suffisant. J'ai rempli la demande le soir même, le cœur battant à 100 à l'heure. Une semaine plus tard, j'ai reçu l'appel. Ma demande avait été acceptée. Le dire à ma mère a été la partie la plus difficile. J'ai attendu que John et Ryan soient sortis de la maison, espérant que, si nous n'étions que nous deux, elle comprendrait.
Mais dès que je lui ai dit que j'allais déménager, l'expression de son visage a tout dit. Elle n'était pas contente. « Tu pars ?» a-t-elle demandé, comme si l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit. « Où vas-tu aller ? Comment vas-tu te le permettre ?» J'ai essayé de lui expliquer que j'avais économisé, que j'avais déjà trouvé un logement, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle s'est contentée de dire des choses comme « Tu fais une erreur et cela ne va faire que contrarier John. » Et voilà, la vraie raison pour laquelle elle était contrariée. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait de la façon dont cela affecterait sa vie, son mariage. Lorsque John l'a appris, il n'a même pas essayé de cacher sa colère. « Tu crois donc être trop bien pour nous ?» s'est-il moqué. « Vas-y, alors. Voyons combien de temps tu tiendras dehors tout seul. » Je suis partie 2 semaines plus tard, un samedi matin pluvieux. Personne n'est venu me dire au revoir. J'ai fait mes bagages dans quelques sacs poubelles et une vieille valise en toile, je les ai chargés dans ma voiture, celle que j'avais finalement réussi à acheter moi-même, et je suis partie sans regarder en arrière. Les premiers mois dans mon nouvel appartement ont été surréalistes. Pour la première fois de ma vie, je n'avais de compte à rendre à personne. Fini John, Ryan et le sentiment constant d'être pris au milieu. Je pouvais aller et venir à ma guise, manger ce que je voulais et simplement être moi-même sans avoir peur d'être jugé. C'était libérateur, mais aussi terrifiant. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais devenu dépendant de la structure de ma vie passée, même si elle était toxique. Maintenant, tout dépendait de moi, le loyer, la nourriture, les factures, tout reposait sur mes épaules. Il y a eu des jours où je n'étais pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Je regrettais d'avoir quelqu'un avec qui parler, ne serait-ce que pour me plaindre. Mais je me suis rappelé que j'étais mieux seule que coincée dans cette maison où on me faisait constamment sentir petit. Je me suis investie dans le travail, faisant des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais. L'appartement n'était pas grand-chose, mais il était à moi, et j'étais déterminée à le garder. Petit à petit, j'ai commencé à construire une nouvelle vie. J'ai fait des amis au travail, j'ai commencé à sortir plus souvent, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais le contrôle de mon propre bonheur. Mais même lorsque les choses s'amélioraient, les cicatrices de ma vie passée persistaient. Je me surprenais moi-même à sursauter chaque fois que quelqu'un levait la voix, attendant qu'on me blâme pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Il était difficile de se débarrasser du sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas mériter la paix que j'avais trouvée. Un soir, alors que j'étais assis sur mon petit canapé, en train de manger des plats à emporter et de regarder mon téléphone, j'ai vu un message de ma mère. « On peut parler », disait-il. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis mon départ. Je suis restée longtemps à regarder le message, sans savoir quoi ressentir. Une partie de moi lui manquait, me manquait la connexion que nous avions avant que John n'entre dans nos vies. Mais une autre partie de moi restait en colère parce qu'elle ne m'avait jamais défendu, parce qu'elle avait laissé les choses aller aussi loin. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas sûre de vouloir rouvrir cette porte. Pour l'instant, je me contentais du calme, de la vie simple que je m'étais construite. Mais le message restait dans mon esprit, un rappel que, même si j'avais fui, le passé ne restait jamais vraiment derrière. La vie s'était enfin stabilisée à un rythme confortable. Quelques années s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison de ma mère et de John, et j'avais réussi à me créer une vie à moi. Mon petit appartement n'était rien de spécial, mais il était à moi, et j'étais fière de ce que j'avais accompli. J'avais un emploi stable, de bons amis et je n'avais plus à supporter les critiques constantes de John ni le comportement arrogant de Ryan. Ce n'était pas parfait, mais c'était la paix. Puis, de nulle part, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé une lettre d'un cabinet d'avocats dans ma boîte aux lettres. Au début, j'ai pensé que c'était du courrier indésirable ou peut-être une erreur. Mais lorsque je l'ai ouverte, je suis restée bouche bée. La lettre m'informait que j'étais bénéficiaire d'un héritage d'un parent éloigné, quelqu'un dont je me souvenais à peine avoir connu. Apparemment, mon arrière-grand-oncle Robert, qui vivait de l'autre côté du pays et avait toujours été un peu solitaire, était décédé, me laissant la somme étonnante de 3 millions de dollars. Je suis resté assis sous le choc, lisant et relisant la lettre. Cela ne semblait pas réel. Je ne connaissais pas bien Robert.
En fait, je me souvenais vaguement l'avoir rencontré lors d'une réunion de famille quand j'étais enfant. Nous n'étions pas restés en contact, et je n'avais aucune idée de pourquoi il me laisserait quelque chose, et encore moins cette énorme somme d'argent. La lettre mentionnait quelque chose sur le fait qu'il appréciait mon indépendance et comment je m'étais débrouillé tout seul. Apparemment, il avait suivi ma vie de loin et admirait le fait que je n'avais dépendu de personne pour y parvenir. Les jours suivants ont été un flou. J'ai contacté le cabinet d'avocats, j'ai confirmé que tout était légitime et j'ai commencé le processus de réception de l'héritage. C'était surréaliste, comme quelque chose sorti d'un film. Je suis passé du jour au lendemain d'une situation difficile à avoir plus d'argent que je ne savais quoi en faire. Mais à mesure que la réalité de la situation se précisait, les complications aussi. La nouvelle de l'héritage s'est répandue plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je ne l'avais même pas dit à beaucoup de gens, seulement à quelques amis proches, mais d'une manière ou d'une autre, cela a atteint ma famille. C'est alors que les appels ont commencé. Le premier appel est venu de ma mère. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis mon départ, à part quelques textos ou vœux de Noël. Mais maintenant, tout d'un coup, elle était très intéressée à reprendre contact. Elle m'a appelé un soir, avec une voix douce et inquiète, me demandant comment j'allais, me disant combien elle me manquait. Je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ma mère n'était pas du genre à s'approcher ainsi à moins qu'elle ne veuille quelque chose. Après quelques minutes de bavardages anodins, elle a finalement abordé le sujet. J'ai appris l'héritage de l'oncle Robert, a-t-elle dit, sur un ton informel, mais je pouvais sentir le poids de ses mots. Oui, ai-je répondu, ne sachant pas trop quoi répondre. C'est une grande chance, a-t-elle poursuivi. Tu as travaillé si dur pendant si longtemps, et maintenant ça. Je suis tellement heureuse pour toi. J'ai attendu. Je savais qu'il y avait autre chose. Tu sais, a-t-elle ajouté, les choses ont été un peu difficiles pour John et moi ces derniers temps. Il est au chômage depuis quelques mois, et avec les factures qui s'accumulent, eh bien, je pensais que tu pourrais peut-être nous aider un peu. Voilà. Je savais que cela allait arriver, mais l'entendre faisait toujours mal. Cela faisait des années que je ne parlais plus à John ni à Ryan, et maintenant il voulait mon argent. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais même pas sûre de ce que j'allais faire avec l'argent pour le moment, que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais ma mère ne m'a pas laissé faire. Elle a commencé à me blâmer, me disant combien ils s'étaient sacrifiés pour moi, comment ils avaient toujours été là pour moi quand j'avais besoin d'eux, ce qui était une exagération, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand je n'ai pas cédé immédiatement, elle s'est mise sur la défensive. Tu es égoïste, a-t-elle lancé. Tu as plus d'argent que tu n'en auras jamais besoin, et nous luttons pour joindre les deux bouts. Ne crois-tu pas que tu nous dois quelque chose après tout ce que nous avons fait pour toi? Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'étais pas impitoyable, et une partie de moi voulait t'aider. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'il ne se souciait pas vraiment de moi, mais de mon argent. Après quelques minutes de plus de conversation tendue, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir et j'ai raccroché. Ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, les appels ont continué à arriver. Mon beau-père, John, a appelé, sonnant brusque et irrité, comme s'il ne voulait même pas le demander, mais se sentait en droit de le faire quand même. Tu sais, un peu d'aide pour l'hypothèque nous serait très utile, a-t-il grommelé. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce que nous avons fait pour toi quand tu étais petit. Ryan m'a également contacté. Cela faisait des années que je ne lui avais pas parlé, mais maintenant, il essayait soudainement de faire comme si nous étions les meilleurs amis. Et, mec, a-t-il dit d'une voix qui exsudait une fausse amabilité. J'ai appris ta bonne fortune. C'est génial. J'ai pensé à monter une entreprise, et avec un peu d'aide de ta part, je pourrais la lancer. C'était comme si les vannes s'étaient ouvertes. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années sont sortis de nulle part, tous avec une histoire triste sur la raison pour laquelle ils avaient besoin de mon aide, des cousins, des tantes, des oncles, même des gens que je connaissais à peine, m'appelaient soudainement, me demandant un morceau du gâteau. Au début, j'ai essayé d'être poli, d'expliquer que je n'avais pas encore pris de décision. Mais les demandes ne se sont pas tardées à devenir des exigences. Les gens qui ne s'étaient jamais souciés de moi auparavant me traitaient maintenant comme une sorte de guichet automatique ambulant. C'était accablant,
et j'ai commencé à sentir que la pression m'étouffait. Puis les choses ont pris une tournure encore plus désagréable. Un soir, j'ai reçu un appel de ma cousine Jess. Elle et moi n'avons jamais été proches. Nous avons toujours été trop différents. Elle était la fille fêtarde, toujours dans les problèmes, tandis que j'étais celle qui gardait la tête basse et travaillait dur. Pourtant, j'ai été surpris qu'elle appelle, sonnant frénétique et désespérée. « J'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je suis en difficulté. J'ai hésité. Quel genre de difficulté ? Je dois de l'argent à des gens, a-t-elle admis. De mauvaises personnes. Si je ne leur rembourse pas l'argent bientôt, ils vont. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je pouvais entendre la peur dans sa voix, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de compassion. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous les autres appels, de toutes les autres personnes qui avaient essayé de me manipuler, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il s'agissait d'une autre arnaque pour obtenir mon argent. « Désolée, Jess », ai-je dit, « mais je ne peux pas te donner de l'argent comme ça. » Elle s'est mise à pleurer, me suppliant de l'aider. Elle m'a dit que j'étais son dernier espoir, que si je ne lui donnais pas l'argent, il lui arriverait quelque chose de terrible. Je me suis sentie tiraillée, mais j'avais déjà appris la leçon. Les gens diraient n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent, et je ne pouvais faire confiance à personne, pas même à ma famille. Lorsque je n'ai pas cédé, Jess s'est fâchée. Elle a commencé à me crier dessus, me traitant d'égoïste et de sans cœur. « Tu te crois supérieure à nous maintenant, n'est-ce pas ?» a-t-elle crié. « Tu crois que parce que tu as eu de la chance avec cet héritage, tu n'as plus besoin de ta famille ?» J'ai raccroché, tremblant. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. C'était une chose que ma mère, John et Ryan demandent de l'argent, je m'y attendais un peu. Mais que Jess appelle avec des menaces, c'était trop. J'ai commencé à m'isoler, à ne pas répondre aux appels, à ignorer les textos. Je ne voulais pas faire face au flot constant de demandes, à la manipulation émotionnelle. Mais même lorsque je les ignorais, la culpabilité persistait. Je sentais que cela me déchirait en deux. Une partie de moi voulait s'accrocher à l'argent, l'utiliser pour assurer mon avenir. Mais une autre partie de moi se demandait si j'étais égoïste de ne pas aider ma famille quand elle en avait besoin. Les choses ont atteint un point critique lorsque ma mère s'est présentée à mon appartement un jour. Cela faisait des semaines que je ne lui avais pas parlé, mais la voici, debout à ma porte, les larmes aux yeux. « Je veux juste parler », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je l'ai laissée entrer et nous nous sommes assis. Pendant quelques minutes, elle s'est contentée de pleurer, et je n'ai pas su quoi dire. Puis elle a commencé à parler de la difficulté des choses pour elle et John, de la façon dont ils luttaient pour conserver leur maison, de la façon dont elle ne savait pas ce qu'ils allaient faire. « Je suis ta mère », a-t-elle dit, me regardant avec des yeux suppliants. « Je t'ai élevée. Je t'ai soignée. Ne crois-tu pas que tu me dois quelque chose après tout ce que j'ai fait pour toi ? » J'ai senti le poids familier de la culpabilité, mais je l'ai rejeté. J'avais passé des années à être manipulée par ma famille, et je n'allais pas laisser cela se reproduire. « Je t'aime, maman », ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. « Mais je ne peux pas te donner de l'argent simplement parce que tu es ma mère. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi. » Elle m'a regardé comme si je lui avais donné une gifle. « Tu as changé », a-t-elle murmuré. « Tu n'es plus le fils dont je me souviens. » Cela dit, elle s'est levée et est partie, me laissant assis en silence. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais cela ne la rendait pas plus facile. Au cours des mois suivants, je me suis encore plus éloignée de ma famille. Les appels ont finalement cessé, et les exigences constantes se sont estompées. Mais les cicatrices sont restées. J'avais appris une dure leçon sur la confiance, sur la vitesse à laquelle les gens peuvent se retourner contre vous lorsqu'il y a de l'argent en jeu. L'héritage m'avait donné la liberté, mais il m'avait aussi coûté quelque chose que je n'attendais pas, ma famille. Après que ma mère soit sortie de mon appartement, les choses se sont calmées pendant un certain temps. J'ai pensé que c'était peut-être la fin, que tout le monde avait finalement accepté que je n'allais pas distribuer d'argent sans plus et qu'ils allaient me laisser tranquille. Pendant quelques semaines, j'ai pu respirer à nouveau,
continuer ma vie sans le poids constant de la culpabilité et de la manipulation sur moi. Mais j'aurais dû le savoir. La paix n'a pas duré longtemps. Un après-midi, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mon beau-père, John. C'était une assignation en justice formelle pour une partie de l'héritage, alléguant que lui et ma mère avaient droit à une partie de l'argent. La lettre était pleine de jargon juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais l'essentiel était clair, ils étaient prêts à me poursuivre en justice si je ne faisais pas ce qu'il fallait. Je n'arrivais pas à y croire. Ma propre famille menaçait de me traîner en justice pour de l'argent qui ne leur appartenait pas. C'était comme un coup de poing dans l'estomac, et la colère que j'avais contenue pendant si longtemps a finalement éclaté. Ils m'avaient déjà manipulé émotionnellement, mais maintenant ils essayaient de me manipuler légalement, et je n'allais pas le tolérer. J'ai appelé un avocat, un ami de la famille, Ben, en qui je savais que je pouvais avoir confiance. Je lui ai expliqué la situation, ressentant un mélange de colère et d'impuissance en racontant tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Ben a écouté patiemment, et lorsque j'ai terminé, il m'a dit ce que je soupçonnais mais craignais d'admettre, il n'avait aucun fondement juridique. Ils ne peuvent pas exiger une partie de votre héritage simplement parce qu'ils le veulent, a-t-il expliqué. Il n'y a aucun précédent juridique pour cela. S'ils intentent une action en justice, nous pouvons la combattre, et nous allons gagner. Entendre cela m'a enlevé un poids énorme, mais cela n'a pas rendu la situation moins exaspérante. Le fait que ma famille soit prête à aller aussi loin, à me traîner dans la boue pour de l'argent, était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Cela ressemblait à une trahison au niveau le plus profond. Fidèles à leurs paroles, John et ma mère ont poursuivi et ont intenté l'action en justice. Ils ont prétendu que, comme ils m'avaient entretenu pendant mon enfance, ils avaient droit à une partie de l'héritage. C'était ridicule, en réalité. J'avais quitté leur maison à 18 ans et je n'avais jamais regardé en arrière, payant mon propre chemin depuis. Mais cela ne les a pas empêchés d'essayer de retourner la situation en leur faveur. Le procès a duré des mois. Ce fut stressant et épuisant, mais Ben m'a assuré à chaque étape du chemin que nous avions raison. Pourtant, toute l'épreuve m'a affecté. Le bras de fer juridique constant, les déclarations, les paperasses sans fin, cela m'a tout consommé. Et en plus, je ne pouvais pas me débarrasser de l'amertume que je ressentais envers ma famille. Ils avaient pris quelque chose qui aurait dû être une bénédiction, mon héritage, et ils l'avaient transformé en cauchemar. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Un après-midi, Ben m'a appelé avec une nouvelle. Il avait enquêté sur le procès et avait découvert qu'il y avait des irrégularités dans la façon dont John et ma mère avaient présenté leur demande. En fait, il s'est avéré que toute leur affaire était basée sur des documents frauduleux. Ils avaient falsifié des registres, essayant de faire croire qu'ils me devaient de l'argent pour un soutien financier que je n'avais jamais reçu. Lorsque Ben m'a dit cela, je n'arrivais pas à y croire. Je savais que ma famille était manipulatrice, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'ils étaient prêts à aller aussi loin. Ben a immédiatement déposé une contre-demande, les accusant d'avoir tenté de me frauder. Lorsque le juge a examiné les preuves, le procès a été rejeté, et John et ma mère ont été condamnés à de fortes amendes pour leurs actes frauduleux. Je n'arrivais pas à y croire. Après des mois de stress et de peur, c'était enfin fini. Non seulement j'avais gagné, mais ils étaient ceux qui étaient punis pour leur malhonnêteté. Le soulagement que j'ai ressenti était indescriptible. C'était comme si on m'avait enlevé un énorme poids sur les épaules. J'avais passé tellement de temps à me sentir coupable, à me demander si je faisais ce qu'il fallait en gardant l'héritage. Mais maintenant je savais, sans aucun doute, que j'avais eu raison dès le début. Mais même si je voulais me sentir triomphant, je ne pouvais pas me débarrasser de la tristesse qui s'ensuivait. Ma relation avec ma mère, mon beau-père et le reste de ma famille était irrémédiablement brisée. Il n'y avait pas de retour en arrière. La confiance avait disparu, et je n'avais pas l'intention de les laisser rentrer dans ma vie. Après le procès, j'ai décidé de me concentrer sur la reconstruction de ma vie. Je me suis rendu compte que j'avais passé tellement de temps à m'inquiéter des exigences de ma famille et de la bataille juridique que je ne m'étais pas permis de vraiment vivre. J'avais été en mode survie trop longtemps, et il était maintenant temps de commencer à prospérer. Une des premières choses que j'ai faites a été de contacter mon demi-frère cadet, Josh.
Josh était le fils de ma mère et de John, et pendant longtemps, nous n'avions pas été particulièrement proches. Il avait toujours été pris au milieu du drame familial, et je n'avais pas vraiment su comment me connecter avec lui. Mais quelque chose du procès m'a fait réaliser que je ne voulais pas perdre tout contact avec ma famille. Josh et moi avons commencé à parler davantage, et j'ai été surpris de voir combien nous avions de points communs. Il avait toujours été plus calme, plus introverti, et je me suis rendu compte que, à bien des égards, il avait été aussi ignoré dans la famille que moi. Il m'a raconté comment John avait toujours favorisé Ryan et comment il s'était senti comme s'il ne s'intégrait jamais vraiment. C'était comme entendre ma propre histoire, mais d'un point de vue différent. Nous avons commencé à nous retrouver pour prendre un café, à parler de la vie et à reconstruire lentement notre relation. Ce n'était pas facile, il y avait beaucoup de douleur des deux côtés, mais j'ai découvert que Josh était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Il n'avait pas été impliqué dans le procès ni dans la manipulation de la famille, et pour cela, j'étais reconnaissant. Avec le temps, il est devenu un véritable ami, pas seulement un demi-frère que je connaissais à peine. En plus de renouer avec Josh, j'ai trouvé du soutien dans des endroits inattendus. Mes amis, qui m'avaient soutenu pendant la bataille juridique, sont devenus ma famille d'une manière que mes parents ne l'avaient jamais été. Je me suis appuyée sur eux plus que jamais, me rendant compte que la famille ne se résume pas seulement à ceux avec qui vous êtes liés par le sang, mais à ceux qui sont là pour vous lorsque les choses deviennent difficiles. Une de mes amies les plus proches pendant cette période a été Emily, une collègue que je connaissais depuis quelques années. Nous nous étions toujours bien entendus, mais après tout ce qui s'est passé, nous nous sommes rapprochés encore plus. Emily était là pour moi quand j'avais besoin de quelqu'un avec qui parler, lorsque le stress du procès devenait trop fort. Elle a été une source constante de soutien, et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais développé des sentiments pour elle. Au début, j'ai hésité à agir en fonction de ces sentiments. J'avais traversé beaucoup de choses, et l'idée de commencer une relation me semblait accablante. Mais Emily a été patiente et compréhensive, et j'ai finalement trouvé le courage de faire le saut. Nous avons commencé à sortir ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que les choses commençaient à s'emboîter. Avec le procès derrière moi, ma relation avec Josh qui se renforçait et Emily à mes côtés, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai enfin senti que je reprenais le contrôle, comme si le chaos qui avait consommé ma vie pendant si longtemps commençait à s'estomper. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Il y avait encore des moments de doute, des moments où les cicatrices du passé menaçaient de me ramener aux anciens schémas de culpabilité et d'anxiété. Mais j'avais appris quelque chose d'important, je n'avais pas à laisser la manipulation de ma famille me définir. J'avais le pouvoir de choisir ma propre voie, de m'entourer de gens qui se souciaient vraiment de moi. Au final, l'héritage ne concernait pas l'argent. Il s'agissait d'apprendre à me défendre moi-même, à fixer des limites et à reconnaître ma propre valeur. Cela avait été un chemin difficile, rempli de plus de conflits et de trahisons que je n'aurais jamais pu imaginer, mais cela m'avait aussi conduit aux personnes qui comptaient vraiment, Josh, Emily et mes amis, qui avaient été là tout le temps. La vie après le procès n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Après la fin de la bataille juridique et le retour d'une certaine normalité dans ma vie, je me suis adaptée à ma nouvelle routine. Ma relation avec Josh a continué à se développer, et Emily et moi sommes devenus inséparables. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment soutenu et compris par ceux qui m'entouraient. Mais juste au moment où je pensais avoir laissé le chaos derrière moi, la vie m'avait réservé un autre rebondissement. Un jour, de nulle part, j'ai reçu un message d'une femme nommée Rebecca, qui disait être ma demi-sœur. Au début, je l'ai rejetée comme une sorte d'arnaque. Mais ensuite, elle m'a envoyé une photo d'une vieille lettre que mon père, l'homme que je n'ai jamais connu, avait écrite avant de disparaître de ma vie quand j'étais bébé. Dans la lettre, il nous mentionnait moi et elle par notre nom. Je suis restée bouche bée. Je ne savais pas que mon père avait un autre enfant, et encore moins qu'il avait une demi-sœur vivant à quelques états de distance. Elle m'a expliqué qu'elle me cherchait depuis des années et qu'elle m'avait récemment localisée. Son histoire était convaincante, et quelque chose au fond de moi me disait que c'était vrai. La curiosité a pris le dessus, et j'ai accepté de la rencontrer. Lorsque nous nous sommes finalement assis face à face, c'était comme me regarder dans un miroir d'une vie que j'aurais pu avoir.
Rebecca avait aussi grandi sans connaître notre père, mais elle avait reconstitué des fragments de son passé, des fragments que je n'avais jamais connus. Nous avons parlé pendant des heures, échangeant des histoires, essayant de donner un sens au puzzle de notre histoire familiale partagée. C'était étrange, presque surréaliste, de découvrir que tandis que je luttais avec mon propre drame familial, il y avait une autre partie de ma famille qui vivait sa propre vie. Au fur et à mesure que nous nous sommes connus, Rebecca a révélé quelque chose d'encore plus surprenant. Notre père lui avait également laissé un héritage considérable, un héritage qui était en suspens car il n'avait pas pu me localiser comme cobénéficiaire. Je pensais en avoir fini avec les surprises, mais voilà, un autre héritage, cette fois lié à l'homme que je n'ai jamais connu. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de renouer avec une partie de ma vie qui avait toujours été incomplète. Rebecca et moi avons décidé de partager l'héritage à parts égales. Mais le plus important est que nous avons convenu de rester dans la vie de l'autre. Le passé avait été rempli de douleurs et de manipulations, mais maintenant, pour la première fois, j'avais l'occasion d'avoir un véritable lien familial. Au fil des années, j'ai trouvé la paix en sachant que la famille ne doit pas être définie par le sang ou l'obligation. Il s'agit des personnes qui choisissent d'être à vos côtés, des personnes qui se soucient de vous sans rien attendre en retour. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était remplie de connexions authentiques, avec Josh, Emily et maintenant Rebecca, et cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. La vie a une façon de vous surprendre, juste au moment où vous pensez avoir tout découvert. Mais cette fois, j'étais prêt. Après avoir laissé derrière moi le procès et reconstruit ma vie, j'ai pensé avoir enfin le contrôle. Emily et moi étions plus forts que jamais, et mon lien avec Josh me donnait le sens de la famille qui me manquait depuis des années. Pendant un temps, tout a semblé stable. Mais ensuite, juste au moment où je pensais que mon histoire était arrivée à sa conclusion tranquille, une autre surprise a frappé à ma porte, littéralement. C'était un enquêteur privé, un homme âgé au visage fatigué, qui affirmait avoir été engagé pour me trouver. Au début, je me suis montré sceptique, pensant que cela avait quelque chose à voir avec ma famille ou avec un autre parent éloigné essayant de fouiller dans mon héritage. Mais ce qu'il m'a raconté a tout changé. Apparemment, pendant le procès, John avait mené des recherches approfondies sur mes antécédents, engageant cet enquêteur pour trouver tout ce qu'il pouvait utiliser contre moi. Mais dans le processus, l'enquêteur a découvert quelque chose d'autre, quelque chose que John ne savait même pas. Mon père, l'homme qui est parti quand j'étais bébé, n'avait pas simplement disparu. Il avait vécu à quelques villes de distance pendant des années sous une nouvelle identité, se cachant de dettes et de problèmes juridiques. L'enquêteur m'a remis un dossier contenant le nouveau nom de mon père, son adresse et une petite note qu'il avait apparemment écrite des années auparavant mais n'avait jamais envoyée. Je t'ai toujours observé de loin. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Je ne savais pas quoi ressentir. L'homme qui m'avait abandonné était soudainement à ma portée. Devais-je l'affronter? Lui demander des explications? Ou laisser le passé rester enterré? Émilie m'a encouragée à y aller, et après des jours d'hésitation, j'ai fait le voyage. Debout devant sa petite maison délabrée, j'ai failli faire demi-tour. Mais ensuite, la porte s'est ouverte, et il était là, plus vieux que je ne l'imaginais, mais indéniablement mon père. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps avant qu'il ne parle enfin. Il m'a raconté ses regrets, ses erreurs et comment il m'avait vu grandir de loin, toujours trop honteux pour tendre la main. Il n'a pas effacé la douleur de l'abandon, mais d'une certaine manière, entendre sa version m'a aidé à laisser aller la colère que j'avais nourrie pendant des années. Finalement, je n'ai pas eu le père que j'avais toujours souhaité, mais j'ai obtenu une forme de clôture. Je suis sortie de chez lui en sachant que je n'avais plus besoin de lui pour être complet. J'avais déjà trouvé ma famille chez les personnes qui se souciaient vraiment de moi. Pendant que je conduisais à la maison, je me suis rendu compte de quelque chose d'important, la vie est désordonnée et pleine de rebondissements inattendus. Mais il ne s'agit pas de qui vous perdez ou de ce qu'on vous enlève. Il s'agit des personnes que vous choisissez de garder près de vous et de la vie que vous construisez pour vous, quel que soit le chaos. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre.